Aveyron près de Saint-Géniès-d'Olt, sur les rives du Lot. Par un beau matin de mai, je pêchais la truite et le brochet. Soudain j'entendis comme une rumeur, comme un refrain berceur, venu tout droit des collines là-haut, renvoyé par l'écho. Cueillons les fraises de Saint-Géniès sur les côtes aux alentours. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Claudie Valérie, j'habite à Saint-Geniès et j'ai toujours habité à Saint-Geniès. Michel Marcia, j'habite Saint-Geniès. Je suis Madame Treille Jacqueline. Je suis une mamie, arrière-mamie. Et j'aime beaucoup les enfants. C'est pour ça que je participe à beaucoup de choses que les enfants ont action de faire. Je m'appelle Lucie, j'ai 17 ans. Cette année, j'étais en classe de terminale. Et pour passer mon bac scientifique avec la spécialité écologie, agronomie, territoire, j'ai dû présenter un projet sur l'agriculture axé sur l'agroécologie. Et donc, j'ai choisi de présenter la culture des fraises à Saint-Geniès. Donc voilà, c'était mon projet du bac. Avez-vous connu les fraises de Saint-Geniès? Alors moi, j'ai pas connu les fraises de Saint-Geniès parce que déjà, je suis trop jeune et ça s'est terminé au XXe siècle. Et par contre, mon père a cultivé des fraises quand il était jeune, mais c'était pas des fraises sagnées. Donc c'est-à-dire que lui, il cultivait d'autres variétés. Donc c'était pas la fraise sagnée, quoi. En fait, il y avait de l'Umigento, de la talisman, je crois, une fraise qui s'appelait Corona. Enfin, il y avait toutes de sortes de variétés, mais lui ne faisait pas de la fraise sagnée. C'était un choix de sa part. Et en fait, après, il a arrêté parce que les terrains où il cultivait, il y a eu un projet de barrage, donc on lui a retiré les terrains, et donc il a arrêté cette culture-là dans les années 70, dans les années 90 par là, je pense. Je sais pas exactement. Oui, très bien. Très bien. Mes parents avaient une fraisière où il y avait des fraises de Saint-Geniès. Oui, bien sûr, oui. Quand j'étais gamine, mes parents avaient des fraises. Et on ramassait les fraises pour les vendre. Oui. Oui, c'était pénible parce que c'était par les champs, mais en pente, et il faisait des fois très chaud. Avez-vous participé au ramassage des fraises? Non, rien que pour m'amuser, mais vraiment non. Oui. Et j'avais une maman qui était très exigeante pour ramasser les fraises. C'est-à-dire que la fraise de Saint-Geniès était très très fragile. Et il fallait couper la queue et pas toucher la fraise avec les doigts pour pas la maquiller. Et la mettre délicatement dans le panier. Oui, oui. Même après l'école, au mois de mai-juin, je suis venue ramasser des fraises à Saint-Geniès. J'habitais à 11 km d'ici. Quel âge vous aviez? Quel âge j'avais? J'avais 13 ans peut-être à peu près. Avez-vous participé à une autre activité autour des fraises de Saint-Geniès? Oui. Laquelle tu veux savoir? Oui. Alors écoute, j'ai participé effectivement à la coopérative. Quand j'étais jeune, ils embauchaient aussi des jeunes filles pour peser les fraises que les gens ramenaient le soir. Donc il fallait faire un bon
pour la coopérative et un bon pour le fraisiculteur qui avait ramené les fraises. C'était un boulot que je faisais quelquefois en été. Ben non, sauf aider à mes parents à les cultiver. Voilà, oui. À faire les chars quand c'était pour la fête des fraises. Avez-vous connu la fête des fraises? Ah oui. Et c'était merveilleux. Et ça nous donnait un peu... On n'avait pas de télé, on n'avait pas beaucoup de choses à faire. Et comme ça nous faisait voir du monde. Ah oui, où j'ai de très très bons souvenirs d'ailleurs. Tout l'hiver, nous faisions des fleurs pour cette fête des fraises. Tous les habitants faisaient des fleurs en papier crépon pour la fête des fraises. C'était des milliers de fleurs. Parce qu'il y avait au minimum, j'ai connu la dernière fête des fraises, il n'y avait que 5 chars. Mais j'ai connu jusqu'à une dizaine de chars. Est-ce que la fraise Sanier avait un goût particulier? Oui. Un goût et une forme particulière. La fraise de Saint-Geniès a des pépins très petits et sa forme est arrondie. Et ouais, la fraise Sanier, oui, elle était particulière, puisque c'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Sanier, je ne sais plus son prénom. Mais bon, c'est sûr que c'était quelque chose, la fraise de Saint-Geniès. Oui, elle ressemblait beaucoup à la fraise des bois. Du coup, la fraise Sanier, en fait, elle a été sélectionnée pour ses qualités gustatives, donc c'est-à-dire qu'elle avait bon goût. Elle avait aussi une très très bonne odeur, c'est-à-dire que quand elle était transportée par camion, puisqu'on allait la vendre dans des marchés un peu partout dans la France, on allait la vendre tout le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire les marchés de Montpellier, Sète, vraiment tout le tour de la Méditerranée. Il y avait aussi, bon, évidemment dans tout l'Aveyron, à Millau, Rodez, un petit peu en Lozère, un petit peu à Paris, moins, mais voilà. Et en fait, c'était réputé parce que quand les camions de fraises passaient dans les villages, et bien, 1 heure après que le camion soit passé, on sentait encore l'odeur de la fraise dans les rues. Donc voilà, elle était très réputée pour son odeur. D'ailleurs, elle a été exportée... Enfin ça c'était par rapport à la couleur, elle a été exportée aux États-Unis pour faire du rouge à lèvres un peu. Et je sais pas si vous connaissez la ville du parfum, Grasse ça s'appelle. Il y avait de la fraise Sanier qui allait à Grasse pour faire du parfum parce qu'elle sentait très très bon. Et après elle avait très bon goût aussi, donc elle avait un goût de fraise des bois. Et en fait cette variété a été croisée. Et après, c'est un peu l'ancêtre de la fraise Marat des Bois qu'on connaît pas mal. Enfin, qui est plus connue. Quels étaient les lieux particuliers à Saint-Genès qui tournaient autour de la fraise? Alors, les lieux particuliers qui tournaient autour de la fraise, bon, déjà, il y avait... les coopératives fruitières. Il y a eu une première en fait, il y a eu 2 coopératives dans l'histoire, 2 coopératives fruitières. Il y en avait une sur la rive droite et une sur la rive gauche. Mais alors après, vu que la production a baissé dans les années 1960, les 2 se sont regroupés en fait. Et voilà, mais il y avait la coopérative de la Marmotte et la coopérative fruitière de Saint-Geniès qui se sont assemblés, donc il y avait déjà ces 2 lieux-là. Et après, il faut savoir que justement, il y a des paniers, donc pour contenir les fraises, c'est quand même un fruit assez fragile, donc on ne peut pas la mettre dans des caisses par exemple, dans des cajots, parce que déjà ça tombe par les trous. Donc en fait, il y a eu la production de paniers qui s'est lancée. Après, si vous avez vu Madame Valérie, elle a dû vous en parler mieux que moi. Mais donc voilà, elle a dû vous parler sûrement du peuplier, que c'était des lamelles de peuplier. Donc après, il y avait beaucoup de paniers qui étaient faits. Il faut savoir qu'en France, il y avait 7 entreprises qui fabriquaient des paniers. Il y en avait 4 à Saint-Geniès. Donc c'était vraiment énorme, quoi. Et donc ça a été initié par la culture des fraises. Après, c'est pas vraiment les fraises,
mais c'était quand même quelque chose d'assez important. Après, ça faisait évidemment pour les fruits rouges, il y avait pour des petits paniers pour les framboises, mais il y avait beaucoup de paniers pour les fraises. Après, la production aussi était exportée dans le reste de la France, mais voilà. Après, je vois pas trop d'autres lieux comme ça. Aujourd'hui, où tu vois des bois tout autour de Saint-Geniès, c'était des fraisières, hein. Partout. Partout, il y a des maisons. Les maisons, en face, les pompiers, c'était une grande fraiserie. De l'autre côté, c'était une grande fraiserie. En face, le pic du roi que l'on appelle, c'était que des fraises. Et aujourd'hui, ce n'est que des bois. Tout autour de Saint-Geniès, il y en avait. Mais moi qui habitais à 11 km, on en avait aussi. Connaissez-vous quelqu'un qui cultive encore des fraises Sagnier? Il y a un jeune qui se relance pour faire la fraise de Sagnier. Mais encore, ça n'a pas bien évolué. Alors, justement, pour mon projet du bac, j'ai été voir monsieur André Auguy. C'est le dernier producteur vraiment de fraises Sagnier. Il y en a nulle part ailleurs. En gros, il y a des gens qui en ont dans leur jardin parce qu'ils en ont gardé, qu'elles sont restées là sur les années, parce qu'il y en avait avant, elles sont restées. Mais sinon, c'est le seul. En fait, il faut savoir que la production s'est arrêtée. Dans les années 1960, il y a eu une maladie qui a été dans les plantations de fraises et en fait ça a été décimé et donc il y a eu des essais pour apporter une résistance à cette maladie qui était due à un champignon et du coup ça a été envoyé un peu partout en Aquitaine, je crois, à Agen, voilà, pour essayer de développer une résistance à la maladie. Mais on n'a pas trop réussi, puis après c'était déjà un peu la fin de la fraise, donc voilà. Et en fait, donc il y a des plants qui étaient conservés jusque-là au conservatoire de graines d'Aquitaine. Donc c'est eux qui gardent en fait toutes les graines des variétés anciennes qui n'existent plus, qui ne sont plus cultivées, qui sont en voie de disparition. Et donc eux, ils avaient des graines et des plants de fraises Sagnier. Et en fait, là maintenant, on s'est aperçu qu'ils en avaient même plus. Donc il n'y a plus que André Auguy qui en a et qui en cultive. Après, voilà, c'est pas une grosse production, c'est pas très productif. C'est pas. Voilà, il en a, mais c'est plus pour la conservation que pour la production. Ben non, je connais un monsieur, mais qui en a très peu. Et moi, j'en ai cultivé très tard dans mon jardin, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je n'en ai plus. Parce qu'on a eu la bêtise de planter des fraises autres que des Sagnier à côté, et elles se sont, bien sûr, comme on dit chez nous, abattardies. Ça veut dire qu'elles sont devenues ni Sagnier, ni gariguettes. Avez-vous déjà remporté un Oscar de la fraise? Oui, oui, oui. Oui, oui, sous les cloîtres, on m'a remis un Oscar de la fraise, oui. Ah non. Non. Mais l'Oscar de la fraise, il y a quelqu'un qui l'a eu, c'était monsieur Mansan, qui a eu l'Oscar de la fraise. Mais bon, moi, tout ça, je ne l'ai pas tellement vécu. Ah, moi, non, je n'ai pas rapporté un Oscar, je ne présente pas les fraises, moi. Avez-vous un souvenir particulier sur la fraise de Saint-Geniès à nous raconter? C'était un bon moment de l'année qu'on attendait tous, parce qu'il y avait du mouvement, les gens sortaient, ils étaient fatigués de leur journée, mais ils sortaient quand même. Oui, je te dis, j'ai beaucoup de souvenirs de la fraise de Saint-Geniès. D'abord parce que, toute petite, bien à l'âge de 10 ans, j'allais dans la fraisière avec ma mère. Hein, et le mercredi, le jeudi, qui n'était pas le mercredi à l'époque, qui était le jeudi, elle me donnait le droit de faire les chemins des fraises. C'est-à-dire qu'il fallait faire le chemin pour aller ramasser des fraises. Et moi, je n'avais pas le droit d'aller sarcler les fraises, par exemple. Elle me faisait faire les chemins.
Et c'était pas très agréable, tu sais. Alors c'est pas un très bon souvenir pour moi. Parce que il y avait beaucoup de nous faisaient ça, mais c'était dur. C'était dur pour les enfants. Une anecdote à nous raconter. Alors, une anecdote à raconter, je sais pas, si peut-être que pour le mariage de la reine d'Angleterre, on a envoyé des fraises de Saint-Geniès pour le repas, le mariage de la reine d'Angleterre, voilà. Après, je sais pas trop, il y a qu'on en a envoyé aux États-Unis donc pour faire du rouge à lèvres, voilà, pour faire du parfum aussi à Grasse, mais c'était une fraise qui à l'époque était très reconnue, quoi. Pensez-vous qu'un jour, la culture de la fraise reviendra à Saint-Geniès? Je ne pense pas. La terre est trop basse. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, ça revienne. Quand vous dites que ce serait pas possible de relancer la fraise parce que la terre est trop basse, qu'est-ce que vous voulez dire? Hein? Quand vous dites que la terre est trop basse... Parce que les jeunes, maintenant, ils ne vont pas ramasser des fraises. Ah, Voilà. Mais si on dit aux jeunes, tu vas ramasser des fraises, ça va. Autrefois, c'était des mamies, et elles faisaient un coussin qu'elles mettaient sous les genoux, et elles grimpaient avec ça sur les genoux. Parce que toute la journée, c'était dur. Hein? Le matin encore, ça passait, mais après, et c'était ramasser ou jeter. Parce que la fraise, elle n'attend pas au lendemain. Il faut la ramasser quand elle est mûre. Si la fraise reviendra. Non. En Saint-Geniès. Je le souhaite de tout cœur, mais il faudrait que les gens reviennent plus vaillants. Déjà, c'est une question intéressante. Bon, c'est celle que je me suis posée moi pour mon dossier. En fait, pour y répondre, il faut d'abord se poser plusieurs questions. C'est pourquoi déjà elle a disparu cette fraise? Pourquoi il y avait une culture, elle était énorme, elle était hyper réputée, elle était connue presque de partout, et pourquoi elle a dépéri comme ça? Donc là, il y a plusieurs réponses. Il y a en fait déjà qu'il y a eu cette maladie dont je vous ai parlé, le champignon. Bon, je vous passe le nom parce qu'il est un peu barbare. Mais donc il y a eu cette maladie-là qui a été un gros coup dur. Ça a été vraiment une chute vertigineuse de la production. Après, il y avait déjà que c'est un travail, vraiment, on ne se rend pas compte, les fraises, c'est super bon, tout ça, mais c'est un travail hyper pénible. Il faut savoir qu'en 1960, il y avait 50% des producteurs de fraises qui avaient plus de 50 ans. Et les champs de fraises, c'était des champs qui étaient hyper pentus, donc on s'y tenait à peine debout. Et c'était des champs qui n'étaient pas accessibles à un véhicule, donc il fallait aller chercher les fraises à pied, il fallait les mettre sur des brouettes ou des chariots, il fallait les chercher à pied. C'était très physique, et puis en plus c'est un fruit fragile, donc s'il y a des gelées tardives, s'il y a de la pluie un peu trop tard, enfin les pluies de haut printemps, tout ça, c'est une production qui peut être anéantie, quoi. Et en fait c'était compliqué déjà, et en fait à partir des années 1970, même un peu plus tôt, il y a la production de fraises qui s'est développée en Espagne. Vous devez tous connaître la fraise d'Espagne, avec des fraises énormes qui ont la taille d'abricots. Et voilà, et donc en fait, il y a eu un développement de variétés, et il y a des fraises qui ont été produites un peu partout. Bon, pas qu'en Espagne, aussi en France, mais on a développé des fraises qui étaient plus grosses, qui étaient plus résistantes au transport aussi, parce que ça, c'est vrai qu'une fraise, c'est fragile, on la transporte un jour, à l'arrivée, on n'est pas sûr qu'elle soit consommable en fait. Et donc il y a ça, et on a commencé à développer des variétés, voilà, qui étaient plus grosses, plus résistantes, qui étaient résistantes aux maladies aussi, aux aléas climatiques, etc. Donc il y a eu une grosse concurrence un peu partout, enfin, vraiment, surtout en Espagne, des années 70 aux années 2000, en gros la production elle a été multipliée, c'est énorme, par 50 en fait. Donc face à ça, je veux dire, le petit bassin de Saint-Geniès, il pouvait pas trop résister en fait. Donc après, est-ce qu'elle peut être relancée? C'est une grande question. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Déjà, pourquoi la relancer?
est-ce qu'il y a la place pour la relancer? Bon, voilà, c'est une question à se poser. Est-ce que les gens sont motivés parce que c'est un travail très pénible? Donc voilà, c'est très pénible, rentable, pas forcément, il faut vraiment être passionné, je pense. Après, ça peut, en sachant que si on regarde la fraise d'Espagne, elle n'a pas beaucoup de goût, elle sent bon, mais sans plus. Voilà. Après, il faut voir aussi les conditions de culture en Espagne, où c'est des gens qui sont exploités, c'est presque de l'esclavage. Après, les produits chimiques aussi, on en parle de plus en plus, et ce serait bien avec l'écologie. Les cultures de fraises en Espagne, elles sont dans un parc naturel, donc déjà exploitées illégalement sur un parc naturel. Dans ce parc naturel, il y a des oiseaux migrateurs, il y a le lynx ibérique qui est une espèce protégée. Voilà, donc tout ça, ça disparaît à cause de la fraise d'Espagne. Donc c'est vrai que si on pouvait opposer une concurrence, ça serait un peu démesuré parce que on peut pas trop parce que c'est tellement énorme. Mais c'est vrai que localement, si on pouvait relancer cette culture-là, ça serait déjà ça, rien que pour les gens qui sont à côté, qui puissent consommer local. On en parle de plus en plus. Local, pourquoi pas bio? On peut toujours rêver. Voilà, surtout que la fraise de Saint-Geniès, elle était cultivée sans produits chimiques. Il y avait un peu de fumier décomposé, c'est tout. Donc voilà. Et après c'est vrai qu'on pourrait imaginer que la mairie elle puisse mettre à disposition des terrains, surtout au niveau du bord du Lot. En fait, il y a des terrains qui sont disponibles parce qu'ils sont inondables, donc ils ne sont pas constructibles. En fait, on ne peut pas y mettre de bâtiments. Donc on pourrait penser mettre des cultures de fraises, surtout que c'est des sols, le sol est très important dans une culture, c'est des sols d'alluvion, on appelle. En fait, c'est le Lot, la rivière, qui a apporté des minéraux, des petits, vraiment de la terre très fine. Et c'est un sol très très fertile, c'est-à-dire que les plantes y poussent très bien. Donc voilà, pour y faire pousser des fraises, ce serait idéal. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut des gens qui soient motivés, il faut que les conditions climatiques soient bonnes. À l'heure actuelle, le climat change, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop où on va. Donc voilà. Après, je sais pas trop. Ce serait bien que ça puisse se relancer vraiment, ce serait génial. Autant pour les producteurs, ce serait attractif, ça permettrait... après c'est sûr, il ne faut pas faire que des fraises, parce que les fraises, si on réfléchit, la récolte, elle est quand? Elle est au printemps et en été, et après, les autres mois de l'année, avec quoi on vit, quoi. Donc voilà, il faut penser à ça aussi. Mais avec une activité secondaire où on ferait des fraises, ça pourrait être pas mal. Puis aussi... on est dans un territoire où on peut faire beaucoup de ventes directes, donc ça crée du lien aussi entre le producteur et le consommateur. Après, voilà. Trouveriez-vous utile d'avoir un musée pour raconter l'histoire de la fraise de Saint-Geniès? Je pense que ça pourrait être bien parce que en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui était très très important. En fait on se rend pas compte à quel point la culture de fraises était importante à l'époque. C'est quelque chose l'histoire, quand il n'y a pas de traces, s'oublie vite. Et il y a beaucoup de personnes qui ont connu ça. Et en fait, vu que c'est une époque assez reculée, ça se transmet, mais pas entièrement aux générations suivantes. Et bientôt, pas tout de suite, mais il y aura peut-être bientôt plus de représentants de cette époque-là. Et d'avoir un musée, c'est vrai que ce serait très intéressant parce que c'est quelque chose qui a été assez important et vraiment qui a une résonance au niveau géographique
qui était extraordinaire. Et même au niveau social, quand on voyait la fête des fraises, 20 000 personnes à Saint-Geniès, c'est génial, quoi. C'était énorme et on ne se rend pas compte, en fait, à l'heure actuelle, à quel point c'était quelque chose d'hyper important à Saint-Geniès, quoi. Ah, je le souhaiterais, oui. Qui raconte la vie de Saint-Geniès en général, parce qu'il y avait des belles choses à Saint-Geniès. C'était un pays qui était... à une époque, ça a été la sous-préfecture de l'Aveyron. Il y avait une usine de draps, il y avait une usine de... qu'est-ce qu'il y avait des paniers, donc. Et on était 4 fabricants d'emballage à Saint-Geniès. Et il y avait tout un tas de choses qui étaient extraordinaires à cette époque-là. Et à l'époque, il n'y avait pas de chômage et on faisait le travail en chantant. C'est-à-dire que tu vois, quand on faisait des emballages, par exemple, il nous est arrivé d'être obligés de charger les camions très tard le soir, quand le nombre de paniers était open et qu'on pouvait les emporter sur le camion pour les amener ou à Carpentras ou à Saumur ou bien d'autres endroits. On ne demandait jamais à des gens de venir nous aider pour charger les camions, parce que les paniers étaient séchés et étaient mis à l'étage pour être ventilés tout le temps. Et il fallait donc prendre ces paniers, les resserrer parce qu'ils avaient séché et les charger dans le camion. Mais jamais on a demandé à un employé de venir nous aider le soir jusqu'à 11h pour charger ces camions. Tous étaient toujours d'accord. Mais en contrepartie, le lendemain, le grand-père allait leur chercher les croissants. Voilà, tu vois, c'était pas du tout la même vie qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas de chômage à Saint-Geniès. C'était la belle vie à Saint-Geniès. À Toussaint, on nous appelait, ceux qui voulaient s'occuper d'un char. Et puis on nous donnait le thème du char qu'on avait à faire, puisque chaque quartier faisait un char. À Toussaint, on nous donnait le papier pour découper et faire les fleurs qu'on continuait à faire jusqu'à Pâques. On en faisait de toutes les couleurs suivant le char qu'on avait. Et à Pâques, après, on allait chez quelqu'un qui avait un hangar et on allait épingler toutes les fleurs une à côté de l'autre pour faire le char. Ça nous prenait beaucoup de temps, mais on avait des parties de rigolade, c'était formidable. Je ne regrette pas ça. Nous sommes restés pendant 15 années fabricants d'emballage. D'emballage pour la fraise, d'emballage en bois, comme celui-ci. Pas comme celui-ci, ça c'est plus vieux. Et on avait un atelier où on entreposait le bois pour faire les paniers, qui étaient du bois de peuplier, parce que le peuplier est très malléable, c'est-à-dire qu'il se plie très facilement et on peut le travailler plus facilement que bien d'autres bois. Alors on stockait d'abord ces grumes de bois qui arrivaient par camion, parce que des peupliers, ici, il y en avait peu, ou on les avait presque tous éliminés, et on commençait à écorcer ces peupliers, dehors, sous un hangar, dehors. Il y avait des gens qui écorçaient. Aujourd'hui, il y a encore un monsieur qui est en vie, qui faisait ce travail, c'est monsieur Pégorier, qui est à la maison de retraite. Vous l'avez peut-être connu, je ne sais pas. C'est le seul, je pense, qui reste aujourd'hui de ces ouvriers qui travaillaient chez nous. Donc, on écorçait le bois. Après, ils étaient coupés aux longueurs voulues des lattes qui se trouvent ici. Et on les passait dans une dérouleuse, ça s'appelait. C'est-à-dire qu'on le mettait de cette épaisseur-là pour pouvoir le plier. Ensuite, on le plaçait dans un massicot.
pour faire des traits pour que ça se plie. Et ensuite, ces morceaux de bois qu'on récoltait étaient amenés chez des gens qui tressaient le panier, c'est-à-dire qui faisaient ça avec des planches. Il y avait des clous sur ces planches et ils suivaient le dessin du panier comme ça. Après, donc, ces tressés revenaient dans l'atelier, où certains repartaient dans la ville ou même à la campagne, puisqu'on avait 110, 120 ouvriers à peu près. Et il y en avait des gens qui faisaient des paniers jusqu'à Sévérac. Jusqu'à Sévérac-le-Château, nous amenions des paniers tressés à faire. Et donc, après, donc, quand ces paniers étaient agrafés et tressés, il fallait mettre une ceinture autour pour que le tour tienne. Et la ceinture dépendait du propriétaire, des gens qui avaient commandé le panier. Pour certains, il était vert, pour d'autres, c'était du carton et il y avait écrit le nom des gens du transport, des gens qui le commercialisaient. Et pour d'autres, c'était blanc. Voilà. Et après, donc, ces paniers étaient mis en tas, en gerbe, et on les faisait sécher dans des séchoirs. Dans des gros séchoirs qui étaient aussi gros que la pièce, pratiquement. Puisqu'ils étaient mis sur des palettes et donc séchés comme ça. Après, donc, on stockait tout l'hiver, et au printemps, on livrait ces paniers dans toute la France. Voilà ce que j'ai vécu. C'était une très très belle chose. Et comme je vous disais, les ouvriers avaient envie de travailler et ils étaient très très agréables. Sauf quand je leur aidais parce que je n'étais pas très habile et ils faisaient exprès de me laisser des tâches. C'est-à-dire qu'on a fait des fonds aussi de plateau et là il fallait mettre des fonds comme ça quand la machine passait. Et moi j'étais au bout bien entendu pour éviter qu'il en me passe le moins possible de vide. Et elle se plaisait à me les faire passer vide pour que j'aie à les mettre. Et des fois ça m'énervait un petit peu. Voilà. Voilà. Et le sachet là, vous le faisiez aussi, le plastique avec non. sa vignette? Non. Nous avions que ça. Et du coup, c'était rajouté après le plastique là, l'emballage? Là, c'était fait dans les fraisières. C'était les gens qui fraisaient. C'était mon travail souvent. Quand il faisait très chaud, ma mère m'envoyait à la cabane mettre les papiers. Et les papiers, du coup, ils n'étaient pas faits à Saint-Geniès? Je sais pas où ils étaient. À Rodez, en même temps. Oui, papeterie ruténoise. Oui. Oui. Et ça, c'était chacun qui avait son... Là, c'était de la coopérative, mais il y avait des gens aussi qui avaient leurs papiers. C'était quelque chose de... Chacun faisait comme il voulait. Voilà. Ce que j'ai vécu à Saint-Geniès. Pour terminer, coiffeuse. Voilà.
n'avez pas des mamies qui ont des fraises? Moi si. Si. Dans le jardin? Oui. Elles sont bonnes? Oui. Elles sont meilleures que celles qu'on achète, hein? Ah ouais.